Bonjour, je me présente, François Seborn, chirurgien dentiste, travaillant en province, un peu loin de tout. Donc on a développé il y a une dizaine d'années avec mon prothésiste, Monsieur Rossner, un protocole complet pour faire des bridges d'usage dans la journée. Donc tout d'abord, ce que vous pouvez connaître, que vous avez vu dans les revues, c'est une coiffe titane grade 5 qui servait ou qui sert à armer ce que vous voulez. Mais on a surtout développé un concept global pour faire des bridges dans la journée d'usage. Donc on s'est fixé des objectifs. On va les détailler après. Puis on a déterminé les nécessités qu'on devait respecter pour atteindre ces objectifs. On a développé des solutions pour atteindre ces nécessités, pour respecter ces nécessités. Et enfin, je vous présenterai les résultats que l'on a depuis 10 ans, puisque ça fait 10 ans que l'on pose ce type de travaux. Tout d'abord, les objectifs. Premier objectif, la passivité. Passivité absolue. Quand on a un bridge passif, on a beaucoup moins de fractures, on n'a pas de fracture d'implant, on n'a pas de fracture de pilier, on a beaucoup moins de fractures de suprastructure, on a beaucoup moins de cratérisation, donc beaucoup moins de périimplantite. Pour arriver à une passivité absolue, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a qu'une solution, c'est la mise en charge immédiate. Pourquoi ? Parce que les implants, dans la journée ou dans les 48 heures, vont se migrer, vont se déplacer et se passiver par rapport à l'armature qui est rigide. Ça, c'est la moitié du problème. Deuxième chose, il faut conserver cette passivité. Si vous faites classiquement un bridge temporaire en mise en charge immédiate, lui, il sera passif, et encore s'il n'est pas armé, ça se discute, mais vous le perdrez de toute manière quand vous passerez en bridge d'usage, c'est-à-dire 4, 6 mois, 1 an après. Les études montrent qu'au mieux, avec empreinte au plâtre, 4 cam, clé en plâtre, tout ce que vous voulez, vous avez au minimum un défaut d'adaptation, un défaut de passivité de 20 microns. Donc la solution, c'est qu'il faut que ça soit le bridge mis le jour même qui soit le bridge d'usage. Ensuite, rigidité, solidité. On sait, c'est ni plus ni moins qu'un fixateur externe. Un fixateur externe, les études montrent qu'il faut aucune vibration de plus de 70 microns. Donc il faut que l'armature soit le plus rigide possible. Ça optimise l'ostéo-intégration. Je pense qu'on a des meilleurs résultats d'ostéo-intégration que quand on faisait des bridges temporaires non armés, parce que l'armature, il y a une rigidité supérieure. Simplicité. Le principe, c'est mes patients arrivent à 8h, 8h30 le matin, il faut qu'à 19h le soir, ils aient leur bridge d'usage. Simplicité pour que ça soit utilisable dans n'importe quel cabinet d'omnipratique qui fait l'implantologie. Esthétisme, là on s'adosse aux fabricants de dents qui sortent de plus en plus des dents spécifiques pour être implantoportées avec un aspect proche de la céramique. 30% de céramique sur les dents chez Ivoclar Phonares 2, 20% sur les dents bridents, les dents majors 20% aussi. C'est des dents donc nano-hybrides qui ont une translucidité et un esthétisme très intéressant. Plusieurs formes, plusieurs bombées, vous avez absolument tout ce que vous voulez. Sérénité. Alors là, je ne vous cacherai pas qu'au début, quand on a développé les objectifs, donc ce que j'explique maintenant, ça, on ne l'avait pas en tête. Maintenant, au bout de 10 ans, et tous mes confrères qui posent de l'Union Bar, c'est pratiquement l'avantage numéro 1. C'est-à-dire que si vous perdez un implant dans 4 mois, donc une non-ostéo-intégration ou une désostéo-intégration, c'est-à-dire que vous perdez votre implant dans 1 an, 6 ans, 10 ans, c'est pas grave. Vous dévissez le bridge, le prothésiste dissèque une ailette. Pendant ce temps-là, vous enlevez l'implant qui a un problème, vous reposez un implant en mise en charge immédiate. Lui se passive par rapport aux implants qui sont déjà ostéo-intégrés et vous avez perdu 3 heures. Donc une sérénité qui n'a, à mon avis, pas de prix. Sérénité parce que si la gencive bouge, vous pouvez la suivre. Vous pouvez en faire des convexes. Vous pouvez en faire des concaves en fonction de si vous avez une priorité esthétique, de phonation parodontale. Vous pouvez même changer, vous pouvez sculpter la gencive. Très intéressant au bout de 10 ans. Qui n'a pas des bridges céramiques qu'en 10 ans, qui sont devenus sur pilotis au fond et qui posent des problèmes aux patients ? Et là, c'est en bridge céramique, on ne peut rien faire.
Souplesse d'utilisation, on utilise de plus en plus des bridges semi-globaux et où on peut rajouter 2 ans, 3 ans, 4 ans après des dents qu'on en a conservées temporairement. Sérénité, vous avez un implant, par exemple là c'est un implant Friadan qui restait, c'était 2 boules, il restait un implant Friadan, on l'a conservé, on a des techniques pour les inclure dans un bridge Olinbar. Donc vous m'avez suivi, les objectifs, c'est ces 6 objectifs-là. Passivité, sérénité, je dirais. Les nécessités. Donc les nécessités, qu'est-ce qu'on a estimé nécessaire ou qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs? Donc on a développé les 6 préceptes Olinbar que je vais détailler. Armature titane, occlusion lingualée, ça c'est pas nous qui l'avons développé, hein, c'est Ivoclar, c'est tous les gens qui travaillent sur l'occlusion. Des dents spécifiques, des résines spécifiques, une lingualisation et surtout une palatinisation des puits de vis et une non-retouche des dents. Donc, l'armature, vous avez compris, pour avoir la meilleure ostéo-intégration possible, mais elle a aussi d'autres avantages. Elle évite donc toute fracture. Par rapport à du Holon 4 ou de Holon 6, ça nous permet, dès le jour de la chirurgie, d'avoir des porte-à-faux. Donc, on n'est pas coincé, par exemple, quand on peut mettre que 4 implants en avant des trous mentonniers, on n'est pas coincé à avoir des implants, des bridges ridiculement petits. Ça nous permet d'utiliser des implants de petit diamètre. Moi, ma norme, maintenant, au point de vue implant, c'est 3,5. Donc, ça nous amène quand même beaucoup d'avantages dans la posée d'implants. Deuxième chose, l'occlusion lingualée, c'est tout simple. Les fractures sont en général vestibulaires et palatines, parce que les efforts sont centrifuges. Donc, vous voyez d'après la flèche que si on appuie sur les cuspides vestibulaires, on a des fractures vestibulaires. Voilà. Donc, c'est une occlusion développée par les sociétés style Bridon ou Ivoclar, spécifique pour des dents implanto-portées, pour bridge implanto-porté. Dents spéciales nano-hybrides, donc vous voyez, je vous invite à aller sur le site Ivoclar, où il y a toutes les études qui montrent, c'est des dents qui sont extrêmement dures. D'ailleurs, quand on les retouchait dans le temps, maintenant le but c'est de ne pas retoucher les dents, c'est des dents très difficiles à retoucher. Évidemment, il y a une très faible usure des faces triturantes. Résine spécifique, qui est normée, c'est les seules résines qui sont normées pour être bridge d'usage implanto-porté, qui ont un énorme intérêt, c'est d'amener aussi une certaine tolérance au point de vue, un certain amortissement pour l'ostéo-intégration des implants. Voilà, pour optimiser l'amortissement. Lingualisation des puits de vis, bon, c'est tout simple à comprendre. Hein. Du puits de vis, on a remarqué que c'était de là qu'il y avait souvent des traits de fracture. Donc, on a lingualé de plus en plus, ou palatinisé de plus en plus, les piliers tétras. Ça impose quand même une pose de piliers tétras très rigoureuse. C'est pour ça que dans le protocole global, on a un guide pour poser les piliers tétras, puisqu'il faut que les axes secondaires des piliers tétras soient très palatinisés. Et enfin, dernière chose, ne pas tailler les dents. Et vous allez voir que toute la logique de la solution Olinbar, c'est de ne pas tailler les dents, ni au point de vue occlusal, ni dans l'intrado de la dent. Parce que c'est des dents qui sont multicouches, qui ont une couche rouge d'adhésion, une couche extérieure très dure et esthétique. Donc c'est une dent qu'on ne peut pas s'amuser à tailler si on veut faire des bridges d'usage. Vous me suivez? Je vais trop vite, pas assez vite, ça va? Les solutions. Donc on a développé des solutions pour avoir donc un ensemble, pour couvrir l'ensemble du projet implanto-prothétique. Donc ces solutions nous permettent de respecter les 6 préceptes. Premièrement, un ensemble cohérent implant-pilier. Alors pour les confrères qui sont là et qui ne connaissent pas les implants ETK, il y a une complémentarité, je pense qu'on est unique sur le marché à avoir, c'est l'implant conique, entièrement conique, ce qui est très rare, et l'implant cylindroconique. L'implant entièrement conique a une rétention primaire corticale,
puisqu'il est, il est conique en cortical, ce qui permet d'avoir une très bonne rétention primaire, il y a effet coin, et ce qui permet d'avoir moins de compression en spongieux, d'avoir une meilleure ossification trabéculaire au niveau spongieux. L'implant cylindroconique, là c'est le contraire, on a une rétention primaire spongieuse, c'est tout à fait adapté quand la corticale n'est pas de bonne qualité ou pour faire de l'extraction implantation immédiate. Voilà. Le pilier conique, pour moi, a aussi un autre avantage, et pour les gens qui en posent beaucoup, c'est qu'au point de vue anatomique, l'apex est fin. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins contraignant au point de vue anatomique, c'est tout simple. Si on repère une paroi, on met une sonde sur la paroi, on peut mettre l'implant directement parallèle à la sonde. Comme l'implant est conique, il s'éloigne de la sonde. Donc c'est une facilité de pose incomparable. Ça permet aussi de le passer près des sinus, près d'endroits où on ne pourrait pas placer un cylindre conique et surtout un cylindrique. Pilier tétra, donc 3 angulations, 0, 17, 30 degrés. Et ce pilier donne toutes ses qualités quand il est associé à la rigidité de l'armature. C'est-à-dire que quand il est associé à la rigidité de l'armature Olinbar, les axes implantaires, je vais vous choquer, n'ont que peu d'importance. Jusqu'à 30 degrés, évidemment, il ne faut pas mettre des implants à 50 degrés. Et encore, mais normalement, il ne faut pas mettre des implants au-dessus de 30 degrés. L'ensemble des deux, pilier tétra et rigidité, nous permet de tenir quelque chose qui m'est très très cher, c'est que c'est l'os qui est prioritaire. La prothèse doit s'adapter à l'os. Donc vous avez deux solutions. Soit vous faites des chirurgies préimplantaires, des greffes, ce que vous voulez, c'est un autre monde, d'autres tarifs, d'autres temps. Pourquoi pas, c'est encore nécessaire quelquefois. Mais très très généralement, on s'en sort avec cette possibilité d'angulation pour fuir les sinus, pour fuir ce que vous voulez, les dents d'à côté, disons les implants d'à côté. Ou voilà. Pour vous dire, actuellement, je pose 3 piliers sur 4 angulés. C'est-à-dire qu'en palatin, pratiquement, je vais toujours chercher l'os palatin pour laisser un maximum d'os vestibulaire. Donc vous comprenez, première chose, un ensemble, un plan pilier cohérent et assez unique sur le marché. Deuxième chose, une prise d'empreinte simple et fiable. Pourquoi simple ? Parce qu'on est en mise en charge immédiate. En mise en charge immédiate, il y a quelque chose de particulier. On n'a pas besoin d'une qualité d'empreinte exceptionnelle, puisque les implants peuvent se déplacer. Il faut des bonnes empreintes, évidemment, parce qu'on ne va pas faire migrer les implants de 3 mètres, mais ça peut être des empreintes relativement simples. Pas besoin, je vois qu'il y a des tonnes de techniques pour la mise en charge immédiate, avec des armatures, des choses comme ça. Non, on n'a pas besoin. Évidemment, les quelques fois on fait, hélas, des all-in-bar sur un plan osséo intégré, ce n'est pas le même monde. C'est empreinte au plâtre, armée, clé en plâtre, c'est un autre monde. Là, on parle de mise en charge immédiate, donc beaucoup moins d'exigences. Donc, un peu par hasard, on est arrivé à ça. C'est-à-dire, on a développé des piliers, il faudra que vous veniez sur le stand ETK que je vous présente, on a développé des piliers pick-up très spécifiques, très bas pour pouvoir passer avec le silicone des deux côtés. Une première injection de silicone qui n'a qu'un but, c'est de protéger les incisions et les fils. Une deuxième injection de résine auto non exothermique style Voco, qui a une qualité de rigidité. Et c'est tout. Après, vous mobilisez la langue comme pour une empreinte primaire, vous mobilisez le vestibule et vous avez votre couloir prothétique. Pas de porte-empreinte. Ça nous amène donc des empreintes très sécurites, puisqu'il n'y a pas de fusée. Attention, les fusées, c'est quand même un gros problème. Pas de fusée, puisqu'il n'y a pas de compression, il n'y a pas de porte-empreinte. Et on ne tire pas sur les muqueuses, puisqu'il n'y a pas de porte-empreinte. Et surtout, on s'est rendu compte que, par hasard, je ne vous dirai pas que ça a été réfléchi, un jour, notre PEI ne marchait pas, ça marchait très bien comme ça, et depuis, tous les gens qui me suivent n'utilisent plus de porte-empreinte. Voilà un point fondamental. Vous avez vu que depuis le début, je vous dis que pour faire du bridge d'usage, il ne faut pas retailler les dents. Si vous commencez à tailler des dents au point de vue occlusal, les dents vont être fragiles, ne vont pas être belles, ça va être un gros problème. Deuxième chose, le bridge, tout doit être fait dans la journée. Donc le bridge doit être fait dans les 6 heures, la pause le soir doit être faite en 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. Si vous commencez à retoucher le soir vos bridges, ça ne sera plus une demi-heure, ça sera du stress, ça sera tout ce qu'il faut. Donc,
Toutes les techniques classiques, à mon avis, pour en avoir essayé quand même pas mal, où on recherche les rapports intermaxillaires après la chirurgie, au mieux, on garde la DVO du patient. Au mieux. Parce que le patient est fatigué, moi je suis fatigué, je suis pressé, le prothésiste est pressé, c'est pas possible. C'est-à-dire que les rapports intermaxillaires qu'on a validés en amont, ou qui ont été validés par le patient pendant 40, 50, 60 ans et qu'on ne veut pas bouger parce qu'il n'y a pas de symptômes, il faut, par un moyen ou par un autre, les conserver. Toutes les techniques qui utilisent, technique classique qu'on a tous essayé, c'est de faire un style appareil qu'on ouvre et qu'on remplit de résine, qu'on met sur des piliers, on a des problèmes de vis. Bon, la même chose. Encore en maxillaire, je veux bien que ça puisse aller. En mandibulaire, ce n'est pas assez précis pour avoir aucune retouche. Donc on a développé deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle la cale de conservation des rapports intermaxillaires, la CRIM. C'est notre prothésiste qui nous fait une cale, vous voyez, en résine, en fonction du montage initial, du montage directeur. Le montage directeur est évidé par le prothésiste et avec juste un petit endroit où il y aura la pose des premiers implants. Je fais, quand on utilise cette technique-là, la pose d'abord d'un côté par hémi-arcade et en second par l'autre hémi-arcade. Avantage, anesthésie. Deuxième avantage, conservation des rapports intermaxillaires. Donc là, vous allez comprendre. On a développé une deuxième chose, c'est des coiffes d'occlusion qui se clipsent sur les piliers tétra, qui sont fournis avec évidemment les boîtes Olinbar. Donc ça, c'est la coiffe d'occlusion Olinbar. Donc que se passe-t-il? Le patient vient, on essaye, on rebase éventuellement la crime pour que ça soit très précis. On met les implants du premier côté, on clipse, on met les piliers tétra du premier côté et on clipse sur les piliers tétra les coiffes d'occlusion. On place la cale d'occlusion, le patient ferme. Donc là, vous comprenez que c'est extrêmement rigoureux, puisque la surface triturante est conservée à 100%, et la surface gingivale, il y a une énorme surface gingivale, puisqu'il y a tout le postérieur et il y a toute la face controlatérale. Donc une conservation des rapports intermaxillaires excellente. On injecte Luxabite, Pattern, Duralet, plâtre, ce que vous voulez, pour relier les coiffes d'occlusion à la cale d'occlusion. Quand c'est pris, vous déclipsez, vous comprenez que là, vous obtenez un mordu direct pilier tétra, un hémi-mordu direct implant. La suite est toute simple. La cale d'occlusion est modifiée, on enlève juste ça. On pose les implants de l'autre côté, on pose les piliers tétra de l'autre côté, on pose les coiffes Olinbar d'occlusion de l'autre côté et on reclipse, je dis bien, on reclipse la cale d'occlusion. Donc extrêmement précis, puisqu'on est sur déjà les implants de l'autre côté. Ensuite, c'est tout simple. On relie à la Pattern Duralet ou ce que vous voulez les coiffes d'occlusion et vous comprenez que là, vous avez un mordu direct implant. Ce mordu direct implant est clipsé sur le modèle venant de l'empreinte. Et c'est là où il y a la deuxième subtilité, deuxième montage sur articulateur. On fait le montage à partir des dents antagonistes du montage initial, c'est-à-dire que l'indentation est mise sur le modèle antagoniste du montage sur articulateur numéro 1, et vous comprenez que vous arrivez à un montage sur articulateur numéro 2. Donc ça, c'est la conservation des rapports intermaxillaires. Pour le moment, je n'ai pas parlé d'occlusion. On va parler d'occlusion maintenant. On a fait un montage en amont. Il faut être très rigoureux en amont. Vous avez compris que beaucoup de travail se fait en amont. Il faut être très rigoureux parce que vous avez vu qu'on voulait un montage lingualé. Au point de vue esthétique, attention, un bridge d'usage, il est hors de question d'aller changer une canine qui ne nous plaît pas. Tout doit être validé en amont. Donc, nous avons développé une cale de conservation du montage. Qui concerne, comment ça se passe. Donc, le prothésiste coule une gouttière thermoformée sur le montage directeur.
il coule une deuxième gouttière thermoformée, 5 dixièmes, si ça vous intéresse, on vous donne exactement les coordonnées des produits. Et il relie sur articulateur, et il relie les deux, c'est-à-dire les dents antagonistes et le montage. Il ébouillante l'ensemble, et vous arrivez à ceci. C'est-à-dire que les dents là sont placées par rapport aux indentations antagonistes. Il peut évidemment mettre ou enlever, puisque c'est des gouttières dures à l'extérieur, souples à l'intérieur, il peut enlever ou mettre comme il veut les dents. Ensuite, c'est tout simple. Il clipse la gouttière de conservation de l'occlusion sur les dents antagonistes. Donc là, vous voyez, on ne le voit pas beaucoup, il y a du vide. Là, c'est vide. Dans cet espace-là, qu'est-ce qu'il fait? Il peut ouvrir, il peut fermer, peu importe, hein, les dents sont là. Il construit sa poutre. Et là, vous comprenez qu'il construit sa poutre par rapport aux dents. Et on ne taille pas les dents par rapport à une poutre. Donc, on peut respecter des mesures qu'on va donner derrière pour faire une poutre homothétique par rapport aux dents. Vous comprenez qu'on se retrouve après avec ceci, où il y a du vide, où il n'y aura plus qu'à injecter avec une clé de la résine par-dessous. Vous me suivez? Pour résumer ceci, on a donc dissocié la conservation des rapports intermaxillaires de la conservation de l'occlusion, ce qui fait que le soir, on n'a pas de retouche. Moi, je préfère avoir plusieurs étapes extrêmement rigoureuses que d'essayer de tout faire en même temps, ce qu'on a essayé au début, et de ne pas être rigoureux. Ensuite, avant-dernière étape, réalisation par le prothésiste, hein, bien sûr, de l'armature. On a 4 types, donc vous viendrez sur le stand, on a développé 4 types de coiffes, il y a même une 5e qui arrive, c'est titane grade 5, ça se travaille très bien, il y a des longues, il y a des ailettes décalées, vous voyez, ce qui permet de compenser une classe 2 ou une classe 3, il y a plusieurs formes, et le prothésiste nous fait une armature suivant des règles strictes de recouvrement, de choses comme ça. Et enfin, il y a un ensemble cohérent armature, résine, dents. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir la meilleure adhésion possible de la résine par rapport à l'armature. Ce qui est généralement le problème quand on fait un bridge métal-résine classique. C'est une dissociation de la résine par rapport à l'armature. Donc là, sur le titane, il y a un sablage spécifique. Il y a des adhésifs spécifiques de chez Ivoclar. Et donc, on a une adhésion excellente. D'autre part, donc, il faut respecter une épaisseur de résine de 2,4 mm. 2 mm pour avoir un amortissement minimum. 4 mm parce qu'après, ça fait trop de résine. Pour les personnes qui font de la chirurgie guidée, on est de plus en plus, elle n'est pas obligatoire. Tout ça, je l'ai développé un peu en réaction à la chirurgie guidée même. Néanmoins, de plus en plus de confrères, par exemple une consoeur qui présente beaucoup pour le all-in bar aussi, elle est très chirurgie guidée. On va même présenter une chirurgie guidée spécifique all-in bar bientôt. Néanmoins, c'est un parfait complément, si ça vient, à la chirurgie guidée. Parce que la chirurgie guidée, le problème, c'est qu'on place relativement précisément les implants, au point de vue axe, plus du tout précisément les implants au point de vue enfoncement, mais en tout cas pas suffisamment pour faire une armature en amont. Ça, l'espace qu'on peut, le jeu qu'on peut laisser entre les ailettes nous permet de faire de la chirurgie guidée et de faire l'armature dans la journée. Mes résultats, donc ça c'est lundi je crois, un accueil exceptionnel des patients. Voilà, c'est un cas, le dernier, voilà. Alors, 104 bridges, depuis bientôt 10 ans. Pas d'échec. Je parle échec, je ne parle pas complication, pas d'échec. Ça veut dire que tous les bridges sont en place, les patients contents. Néanmoins, pourquoi déjà pas d'échec? C'est quand même 3 choses. Passivité, passivité, passivité. Deuxième chose, modularité. Si on perd un implant, c'est pas la cata. C'est pas un échec, c'est une complication, c'est pas un échec. C'est savoir transformer les échecs en complications. Cohérence du système que je viens de décrire. Donc on a perdu 6 implants. Taux quand même bas.
moi j'explique ce taux parce que pourtant on les met dans des configurations un peu sport, c'est la passivité, toujours. La plupart des cas, eh ben, comme je vous ai expliqué au début, on peut sauver le bridge sans problème. Hein, on remet une dent neuve, le bridge est comme neuf. Voilà. Patrick Limbourg, 16% d'échecs en all-on 4, all-on 6, dans le sens où si perdent un implant, c'est un échec. C'est ce qui nous conforte dans notre idée d'augmenter le nombre d'implants. Moi, je suis plutôt 6 à 8. Bon, je suis pragmatique. Hein. Si la mandibule est très petite, ça sera 5. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une perte d'implants non catastrophique. C'est-à-dire que si vous avez 4 implants, si vous en perdez 1 sur 3, ça devient la catastrophe. Donc, je préfère 5 ou 6. Je ne suis pas un implant près. Et de vouloir continuer à faire des bridges complètement passifs. Donc, nos complications prothétiques. Avant d'utiliser les dents type Phonares ou Brédan, on avait de l'usure. C'est fini. Deuxième chose, avant l'utilisation stricte des 6 préceptes, c'est-à-dire surtout le changement des dents, conservation des rapports avant tailler les dents, on n'avait jamais de fracture au niveau de la poutre. Et on n'a jamais eu de fracture au niveau de la poutre. Même mes confrères, je pense que nationalement, je n'ai pas vu de fracture de poutre pour le moment. Et jamais de fracture ni d'implant ni de pilier. Très rare fracture mandibulaire. Fracture au niveau vestibulaire des bridges palatins, ça existait. Et 45% de fracture sur les bridges bimaxillaires. Ça, c'est avant. Après, depuis les 6 préceptes, nous n'avons plus de fracture. Or, reconstitution bimaxillaire, là je vais faire un tout petit chapitre différent, c'est une autre logique. Mais si vous êtes face à un appareil ou face à des dents desmodontées, si vous suivez le précepte, vous n'avez plus de fracture. Donc c'est vraiment un bridge d'usage. Donc l'ensemble des deux, notre historique et l'historique d'autres, nous montre qu'on est quand même maintenant plus qu'à l'aise pour considérer ceci comme des bridges d'usage. Bridge d'usage sur 10 ans, ce qui est réglementaire. Bimaxillaire bruxoman. Là, il y a 2 façons de voir. On abandonne le patient à un dentier, un appareil complet. Soit on trouve une solution. Là, je pense que le Linbar est la seule solution. Mais il faut le considérer différemment. C'est un bridge d'usage à entretien. C'est-à-dire que le bridge doit être démonté tous les ans. Moi, pour mes patients bruxoman, même qui ont de la bricose, on le démonte tous les ans. Et s'il faut changer une dent, s'il y a un éclat, il n'y a pas de problème. Comprenez. De toute manière, c'est la seule solution. Donc c'est une autre logique. Non, ce n'est pas du bridge d'usage traditionnel, c'est du bridge d'usage à entretien. Donc sur le consentement éclairé, c'est obligatoire. Les rendez-vous sont fixés tout le temps. Et le patient est plus qu'averti que c'est la seule solution, mais qui a certainement, pas toujours, hein, loin de là, si votre patient bimaxillaire ne bruxe pas, si vous suivez les préceptes extrêmement rigoureusement, vous n'aurez pas de problème. Tarif, je ne sais pas, ça intéresse peut-être quelqu'un, personne, je ne sais pas. Tarif, pourquoi je parle heure dans le tarif? C'est qu'on ne peut pas dissocier le tarif du temps fauteuil que l'on va passer. Moi, je suis un lent, je suis très lent en chirurgie, je ne suis pas pressé, je ne vais pas me mettre la pression. Donc 4 heures, en général, mes confrères mettent moins. En tout, en incluant l'ajustage gingival, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup de chirurgie, au bout de 4 mois, très souvent, vous allez être obligé de rebaser la phase gingivale du bridge. Nous sommes à 8 heures. Solution classique, il faut, en gros, on a fait une moyenne, encore hier, j'ai questionné beaucoup de confrères, il faut 10 heures. Donc, ce qui est important, c'est les 10 heures fauteuil où vous pouvez aller jouer au macramé pendant ce temps-là. Ou bosser et augmenter vos bénéfices. Donc vous comprenez qu'au point de vue tarif, on est globalement proche en facturant 1 400 € prothésiste. Moi je conseille, il faut que le prothésiste soit bien payé. Parce que vous comprenez que c'est un travail de prothésiste où il y a une réelle implication de prothésiste. Sur l'occlusion, sur les résines, sur les dents. En gros, on est
allez, on va dire proche. Par contre, vous n'avez pas besoin de bridge temporaire, pas besoin de PEI, pas de clé de validation, pas de CIR, donc une moyenne de 800 euros. Donc vous arrivez, gain de 1100 euros plus 10 heures de travail, en gardant le même ratio bénéfice-temps, vous pouvez, moi je fais mes bridges à 8600 euros. Pour moi, ce qui est important, c'est bénéfice-temps. Vous pouvez faire votre calcul. En faisant un bridge céramique, vous êtes en bénéfice-temps, un ratio bénéfice-temps inférieur à ça. Même avec un bridge où il faut être au-dessus de 18-19 000 euros le bridge céramique pour arriver au même ratio bénéfice-temps. Donc, on l'a découvert, c'est une nouvelle offre qui nous a amené une nouvelle patientèle. Tous les cabinets qui sont rentrés dans cette logique, c'est une nouvelle patientèle. Voilà l'ensemble. Et pour les confrères qui aimeraient le détail pour pouvoir partir en sachant faire suivre, voilà. Merci. Je suis à vous pour des questions.